Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette Agora mutualiste organisée par Harmonie Mutuelle et par Harmonie Santé. Je suis Jean Chézot-Bernard, je suis rédacteur en chef d'Harmonie Santé, le journal des adhérents d'Harmonie Mutuelle. Bienvenue à tous et à toutes. J'ai le plaisir d'animer cette Agora toute la soirée pendant 1h30 avec vous en direct et puis également de recevoir les professeurs Carré et le professeur Martine Gillard. Je vais demander à Catherine Sergent, présidente Harmonie Mutuelle pour la région Île-de-France, de venir nous dire quelques mots sur les raisons de cette Agora et puis ouvrir cette rencontre, ce débat. Bonjour Catherine. Bonjour Jean, bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc mesdames et messieurs qui êtes dans la salle, mesdames et messieurs qui nous suivez à distance, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous très directement, notre cœur. Si je vous pose une question très simple dans la salle, qui pense vraiment à son cœur au quotidien ? Vraiment au quotidien ou de temps en temps ou alors bon, on a une bonne réactivité dans la salle, mais très souvent c'est très peu, on pense très peu à son cœur, et surtout vous mesdames, nous les femmes, on pense très peu à notre cœur, et très souvent on se laisse embarquer et on pense pas à nous. Alors on a tous dans notre vie, en plus de ça, une personne concernée, un parent, un proche, un ami. Parfois, on a vécu un infarctus, un AVC, ou alors peut-être même pour certains d'entre vous une histoire plus personnelle. Et donc, c'est des moments qui marquent, qui nous rappellent une chose essentielle, c'est que notre cœur est précieux, que parfois il est fragile et qu'il est au centre de tout. Alors pourtant, dans nos vies quotidiennes, on court, on reporte, on se dit plus tard pour bouger, plus tard pour faire attention, plus tard pour soi. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment. Et le bon moment, c'est plutôt maintenant et de ne pas attendre. Alors on le sait, les maladies cardiovasculaires restent l'une des principales causes de mortalité en France. Mais ce qu'on sait moins, ce qu'on oublie parfois, c'est qu'on a un vrai pouvoir d'action, un vrai pouvoir d'agir. Et oui, on peut agir à tous les âges, à partir de 50 ans, 60 ans, 70 ans, on peut agir. Et parfois, ce sont des petits changements qui peuvent faire toute la différence. Alors, bouger un peu plus, manger un peu mieux, prendre soin de son stress. Je parle pour moi. Euh, retrouver du lien. Alors, ça peut être des gestes très simples, mais qui, mis bout à bout, changent énormément de choses et peuvent surtout tout changer. Alors, c'est exactement ce que nous portons chez Harmonie Mutuelle, une vision de l'éco-santé, une santé qui ne se joue pas seulement dans le cabinet médical, une santé qui ne dépend pas seulement des soins, mais une santé qui dépend de nos vies quotidiennes, qui dépend de notre environnement, de nos environnements, puisqu'on en a plusieurs, notre environnement familial, notre environnement de travail, notre environnement urbain, rural, etc. Et donc de nos choix collectifs autant que de nos choix individuels. Donc aujourd'hui, avec cette Agora, notre objectif est simple, vous donner l'envie d'agir, vous donner peut-être un déclic, vous donner peut-être l'idée de prendre une décision, de faire un premier pas, parce que prendre soin de son cœur, au fond, c'est prendre soin de sa vie et prendre soin de ceux qui comptent pour nous. Je vous souhaite une conférence utile, inspirante et, je l'espère, déterminante pour chacun d'entre vous. Merci Catherine Sergent. Je vais me tourner très rapidement vers, je dirais, les autorités médicales, mais je vais aussi me tourner vers le public parce qu'en fait, une Agora s'est fait ce soir ici dans cette salle à Paris, rue Blomet, chez Harmonie Mutuelle, mais c'est fait également à distance avec, je crois qu'il y avait à peu près 200 personnes qui étaient inscrites, et l'ensemble de cette conférence débat ne sera réussi que si nous recevons des questions sur le chat. Donc vous pouvez d'ores et déjà commencer à les poser.
vous savez comment vous y prendre à distance. Et puis, vous avez un questionnaire, vous avez un papier, vous avez des stylos. Dans la salle, en tout cas, vous pourrez lever le bras et un micro circulera tout à l'heure. C'est très important, en tout cas, qu'il y ait de l'interaction. Hein. Grosso modo, il y a vraiment 2 parties sur cette soirée. Une partie éclairage et puis une partie débat et avancée, puisque on ne sait pas tout ce que vous avez besoin d'apprendre, on ne connaît pas vos témoignages, donc, et ce sera nourri par vous-même tout à l'heure. Dans quelques instants. Je me tourne tout de suite vers le professeur Carré. Évidemment, on sait pour certains que vous êtes cardiologue depuis quelques années. On sait également que vous êtes spécialiste reconnu, je crois, des bienfaits, si j'ose dire, de l'activité physique. Vous êtes également présidente pour Une France en forme. La première question, elle est vraiment hyper simple. C'est quand on parle des maladies cardiovasculaires, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Et pourquoi on dit de temps en temps que le cœur lâche? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est quoi ces maladies et qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour qu'ils lâchent? Alors, dans toutes les maladies cardiovasculaires, ou quand le cœur lâche, comme on dit, ce qui correspond un petit peu, on va dire, à ce qu'on appelle un arrêt cardio-respiratoire, qui est la forme la plus importante, eh bien, on n'a pas toujours mal fait, c'est pas toujours de notre faute. On peut avoir une maladie qu'on ne connaissait pas parce que c'est une maladie souvent génétique et qu'on n'a pas su détecter, c'est bien notre problème. Le problème à nous, cardiologues, c'est, par exemple, moi qui suis cardiologue du sport, on me dit toujours, comment ça se fait qu'un tel footballeur soit effondré? Tout simplement parce que ce footballeur, il joue au foot depuis toute sa vie, il n'a jamais eu un symptôme, rien. Et un jour, il fait une arythmie qui provoque l'arrêt cardio-respiratoire. Donc, on n'a pas toujours mal fait. Après, on fait souvent mal parce qu'on favorise des pathologies qui vont se développer en fonction de notre mode de vie et vont se compliquer par des accidents graves. Le plus connu, c'est bien sûr l'infarctus du myocarde. Donc, il faut savoir que quand on a une vie qui n'est pas équilibrée, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau activité physique et aussi au niveau des troubles du sommeil, c'est quand même quelque chose d'un peu nouveau, mais il faut qu'on y fasse aussi attention. L'apnée du sommeil, maintenant, ne concerne pas que les gens en surpoids, il faut le savoir. Donc, il faut faire attention quand on a des troubles du sommeil. Et donc, ça va favoriser le développement de plaques, qu'on appelle des plaques d'athérome, qui un jour, c'est là qui est notre problème, c'est qu'on ne sait pas quand vont peut-être se rompre et provoquer un accident. Dans l'infarctus du myocarde, la plaque se rompt, c'est les artères coronaires qu'on appelle coronaires, les grosses artères qui circulent à la surface du cœur, qui vont développer des plaques d'athérome. Si jamais la plaque casse, à ce moment-là, le produit qu'il y a dans la plaque se met dans le sang, va dans la lumière du vaisseau, immédiatement ça provoque un thrombus et donc un infarctus du myocarde. Et là, il ne faut absolument pas perdre de temps. C'est pour ça qu'on dit toujours, respectez les symptômes, ne vous dites pas c'est rien ou ça va passer. Je crois qu'il faut le faire. Martine saura bien mieux l'expliquer que moi, en particulier chez les dames, je pense. Ensuite, vous avez l'accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral, c'est la même chose. C'est soit un accident embolique, c'est-à-dire qu'il y a une plaque qui s'est rompue, qui a bouché le vaisseau, ou un embole qui peut partir du cœur et compliquer une maladie du cœur, un trouble du rythme de l'oreillette qui peut, des fois, il y a un petit caillot qui se fait dans l'oreillette et hop, il y en a un morceau qui part au niveau du cerveau. Ou bien vous avez l'accident vasculaire cérébral ischémique, donc là, c'est hémorragique, c'est le vaisseau, la paroi du vaisseau qui se déchire, et à ce moment-là, il va y avoir un saignement, c'est souvent des anévrismes. Voilà. Et puis enfin, la troisième chose classique, c'est l'embolie pulmonaire. Ça s'appelle embolie pulmonaire, mais en fait, c'est une pathologie que nous, qu'on prend souvent en charge, c'est-à-dire qu'il y a une phlébite, donc au niveau souvent des mollets, mais pas toujours, ça peut être dans n'importe quelle veine, donc là, c'est bien un thrombus qu'il y a dans la veine et il y en a un morceau qui part et qui va aller boucher un des vaisseaux de l'artère pulmonaire. En 2-3 mots, si j'ai 30 ans, 50 ans ou 70 ans, est-ce que je suis exposé aux mêmes facteurs de risque? Non. On oublie toujours que le principal risque de mourir, c'est d'être vieux. Ça, on peut prendre tous les arguments que l'on veut. C'est exceptionnel de mourir à 20 ans. Même si on fume beaucoup, même si on a trop de cholestérol, même si on a du diabète. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, je dis que c'est exceptionnel. Mais l'âge, effectivement, j'ai l'habitude de dire que les 2 seules choses qui augmentent avec l'âge, c'est le poids et la pression artérielle. Tout le reste s'altère. Du coup, il y a souvent quelque chose qui semble être confondu, c'est sédentarité, activité physique. Comment on peut définir à la fois les bienfaits et les nuisances?
On va peut-être l'illustrer à quel point la sédentarité et le manque d'activité physique sont dangereuses pour le cœur, sont nocives pour la santé finalement. C'est un de vos dada de dire que c'est évidemment pas du tout la même chose, mais du coup peut-être qu'on peut l'éclairer assez facilement. Oui, je crois qu'il faut l'éclairer là. On le voit sur la diapositive que vous devez voir. À gauche, vous avez sédentarité. À droite, vous avez inactivité physique. Pendant très longtemps, moi, comme tout le monde, on avait tout mis dans le même sac, sédentarité. Donc, en quelques mots, c'est simple. Vers les années 2010, 2015, les Québécois se disent on va faire bouger la population. Ils arrivent à la faire bouger et là, aucun effet sur le surpoids. Aucun. Donc, ils commencent à se poser des questions. Ils disent mais ça ne sert à rien de bouger. Puis il y a le professeur Lavoie, un professeur de Trois-Rivières au Québec, qui dit oui, mais ce qu'on a oublié, c'est que on peut bouger et rester assis de façon importante. Et plus le temps passe dans notre société, plus nous passons de temps assis. Or, sédentarité, ça vient du verbe latin sédere, être assis. Donc, en fin de compte, on a simplifié aujourd'hui les temps sédentarité. Vous voyez, c'est ce qui est marqué là. C'est quand on dépense très peu d'énergie, quand on est éveillé, bien évidemment, assis ou couché, parce que j'insiste, le sommeil, c'est physiologique, il faut dormir, hein, c'est pas, ça compte pas dedans. Donc, c'est le temps journalier, moyen éveillé. Plus il est élevé, plus vous prenez un risque. Et puis, les périodes assises ininterrompues. Là, je vous ai marqué 1h30. Vous savez que tout diminue, sauf le prix de l'essence. Eh bien, c'est 1 heure maintenant. En fin de compte, dès que vous restez assis plus d'1 heure, votre pression artérielle monte, comparé entre le moment où vous êtes assis, votre taux de glycémie augmente. Taux de cholestérol, c'est un petit peu plus long. Le grand problème qu'il y a pour bien comprendre notre problématique, c'est que si je reste assis 5 heures ou 6 heures ininterrompues, ma glycémie va monter, elle va rester en plateau. Je sors de mon travail, par exemple, je suis resté assis au travail, ma glycémie va baisser parce que je vais chercher mes enfants, je vais faire mes courses, je vais faire du sport. Mais la nuit d'après, ma glycémie est plus élevée que quelqu'un qui s'est levé toutes les heures pendant 2 minutes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la sédentarité, nous ne sommes pas faits pour être assis longtemps. Il n'y a pas d'autre solution. Nous sommes génétiquement programmés pour bouger, pas pour rester assis. Donc, ça, la population a beaucoup de mal à entendre ce message. Et même nous, cardiologues, je ne suis pas sûr que tous les cardiologues demandent à leurs patients combien de temps vous passez assis par jour et combien de temps vous bougez. Donc, si vous ne bougez pas, vous êtes inactif. Si vous ne respectez pas les recommandations, je vous rappelle que les recommandations, c'est quand même terrible. C'est au moins 30 minutes par jour, 6 fois 5 minutes dans la journée. 2% du temps éveillé. Parce que je vous promets qu'avec mes patients, des fois, j'ai des discussions de marchands de tapis. 20 minutes, ça ne suffit pas, monsieur Carré, vous êtes sûr? Et je vous promets que c'est vrai. 2%. Juste pour que vous compreniez bien. Aujourd'hui, un adulte, je ne parle pas des enfants, un adulte passe 7% de son temps journalier à scroller son téléphone. Et il n'a pas 2% pour prendre soin de sa santé. Surtout que, j'insiste toujours auprès de ceux qui scrollent, s'il y en a parmi vous, essayez. Le soir en rentrant, dites-vous, de quoi je me souviens de ces scroller? 0. Vous avez perdu 7% du temps de votre journée, puisque vous vous souvenez de rien. Ça ne vous a rien apporté. Eh bien, c'est 2%, 30 minutes d'activité physique. Alors, je suis un peu essoufflé, j'ose monter les escaliers, parce que c'est ça aujourd'hui. Osez monter les escaliers, osez monter l'escalator. Vous savez, quand je descends l'escalator, des fois, je me prends pour Mike Horn. Je suis tout seul à le descendre, donc c'est vraiment dangereux. Et puis les personnes âgées, ben là, c'est un autre problème. Il faut surtout faire du muscle. Voilà. Un programme, et on n'a pas fini pour le programme. Professeur Gillard, on a souvent assimilé les maladies cardiovasculaires à des questions à des questions d'hommes. Qu'en est-il exactement pour les femmes? Est-ce qu'il y a des spécificités? Clairement, c'est une cause, je crois, sur laquelle vous vous êtes arrêté. Oui, tout à fait. En fait, ça va pas. C'est-à-dire qu'on pense dans l'inconscient collectif que les maladies cardiovasculaires, ce sont des maladies de l'homme et pas des maladies de la femme. Eh bien, l'année dernière, il y a eu 74 000 femmes qui sont mortes de maladies cardiovasculaires et moins de 70 000 hommes. Donc, les femmes meurent plus de maladies cardiovasculaires que les hommes. Donc, c'est une maladie qui touche autant la femme que l'homme. Donc, la femme, elle pense tout de suite au cancer du sein, aux autres maladies qui lui sont spécifiques. Mais le cancer du sein va tuer 14 000 personnes. 74 000 femmes vont mourir d'une maladie cardiovasculaire. Donc, c'est vraiment une maladie de la femme. Et donc, il faut que dans cet inconscient collectif se modifie. Il faut que la femme pense à son cœur. C'est pour ça que je pense que ça, c'est très important et qu'elle prenne soin de son cœur et qu'elle fasse ce qu'il faut
pour qu'ils soient en bonne santé. Est-ce que les symptômes sont différents pour une femme? Alors, les symptômes ne sont pas différents. C'est-à-dire que malheureusement, là encore, scroller sur le téléphone, dans les réseaux sociaux, il y a des bruits qui courent en disant que la femme n'a pas les mêmes symptômes que l'homme, que l'infarctus chez la femme ne fait pas mal dans la poitrine, qu'elle a mal dans d'autres parties, ou etc. Ceci est complètement faux. C'est-à-dire que dans 80% des cas, les symptômes de la femme qui fait un infarctus, c'est la douleur. Et lorsque la femme est jeune, pour un cardiologue, jeune, ça veut dire qu'elle est non ménopausée, c'est 90% des cas. C'est exactement comme si vous disiez, vous circulez dans la rue et vous voyez une Ferrari à Paris et vous dites « Oh, les Français, ils circulent tous en Ferrari ». Non, les femmes qui n'ont pas les mêmes symptômes, ce sont des particularités. Mais l'immense majorité des femmes ont les mêmes symptômes que l'homme. Donc, surtout, il faut vous dire que si vous avez une douleur dans la poitrine, il ne faut pas vous dire que ce n'est rien. Il faut tout de suite vous dire c'est un infarctus ou ça peut être un infarctus et vous devez appeler le 15. Pas appeler son ami, pas appeler le 15. Donc, un infarctus donne les mêmes symptômes que l'homme dans plus de 80% des cas. Donc, il n'y a que ce signal-là qui alerte, la douleur dans la poitrine. Alors, il y a d'autres symptômes. Alors, ce qui est un petit peu particulier chez la femme, c'est qu'on lui apprend depuis qu'elle est toute petite que la douleur n'est pas péjorative. Elle va avoir mal pendant ses règles, c'est normal. Elle va avoir mal dans la grossesse, c'est normal. Et du coup, quand la femme a mal, souvent, elle ne va pas déclarer, elle ne va pas décrire la douleur qu'elle a, elle va décrire les autres symptômes. Un infarctus, ça ne donne pas qu'une douleur dans la poitrine. Ça donne un essoufflement, une fatigue, des nausées. Donc, il y a plusieurs symptômes. Et donc, souvent, la femme, lorsqu'elle va appeler les urgences, elle va décrire les autres symptômes. Mais c'est au personnel des urgences, c'est au réseau médical de lui demander si la douleur est là, et la douleur est là. Et donc, c'est tous les symptômes associés à la douleur doivent lui faire dire attention, ça ne va pas, il ne faut pas que j'aille me reposer, il faut que j'appelle et que je prenne mon téléphone et que j'appelle le 15. C'est assez clair. Professeur Carré, est-ce qu'on peut se remettre au sport à n'importe quel âge? Est-ce qu'à 60 ans, sans en avoir fait depuis quelques années, je peux me remettre au sport? Est-ce qu'il y a des manières de recommencer? Et puis, est-ce qu'il y a des sports à éviter? Parce que je crois qu'en plus, vous faites du sport vous-même. Oui, ben, moi c'est vrai que je suis sportif depuis que je suis tout petit et je continue à faire du sport. Alors, tout à l'heure, vous m'avez entendu parler d'activité physique. Tous les sports sont des activités physiques. Toutes les activités physiques ne sont pas des sports. Donc moi, je ne parle jamais à mes malades de sport. Quand j'étais très jeune, je leur en parlais. Et jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me dit « Vous voulez me tuer, docteur ?» Parce que sport, dans l'inconscient, c'est les Jeux Olympiques. Les gens sont persuadés que quand on fait du sport, on est forcément obligé d'avoir mal. Pas du tout. Pas du tout. Donc, on ne va pas rentrer dans la définition du sport, ce n'est pas très important. Mais j'ai tendance à dire, pour répondre à votre question, d'abord, je n'aurais pas dû arrêter et d'attendre d'avoir 60 ans pour me remettre au sport. Ça, c'est fou. J'attends la retraite pour me remettre au sport. C'est-à-dire, j'ai fumé 3 paquets par jour, etc. J'ai pris du poids et tout et tout. Ah, c'est la retraite. Bon, là, je vais faire attention à ma santé. Le mal est fait. Hein. Le mal est fait. Donc, en fait, on peut se remettre au sport à tout âge. On peut se remettre à l'activité physique à tout âge. Et je crois qu'il faut insister sur ce point. Hein, je ne vais pas parler du tabac, mais quand même un tout petit mot en pensant à Daniel Thomas, notre collègue qui connaît parfaitement le tabac. Même à 85 ans, si vous arrêtez de fumer, vous gagnez jusqu'à une année et demie d'espérance de vie en bonne santé. Donc, il faut arrêter de dire c'est trop tard, c'est plus la peine. Ça, c'est toujours la solution de facilité. Un petit peu, c'était ce que avait dit la dame qui a fait l'introduction. C'est demain, je m'y mets. Ah bah aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, mais demain, je m'y mets. Non, demain, on ne s'y mettra pas. Donc, je crois qu'il faut à 60 ans se remettre au sport. Alors, si on ne faisait plus, est-ce qu'il faut aller voir un médecin? Ce n'est pas obligatoire. Ça dépend ce que je vais faire. Ça dépend ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de vélo, je viens de la Bretagne, donc une terre de vélo, j'ai fait beaucoup de vélo jusqu'à 30 ans. Après, bon, il y a le boulot, les enfants, tout ça, j'arrête le vélo. Et à 60 ans, je vais me remettre au vélo. Donc, la seule chose que je dois savoir, c'est que je peux me remettre au vélo, mais pas comme quand j'avais 30 ans. Donc, je vais reprendre très progressivement. Si par contre, je suis en surpoids, si je suis un gros fumeur, si j'ai un médicament,
vous le savez peut-être pas, mais 75% des Français prennent un médicament à 65 ans actuellement. 3/4 des Français prennent un médicament, au moins un, à 65 ans. Donc, si j'ai des médicaments pour le cœur, pour la tension, pour le cholestérol, pour le diabète, eh bien là, je dois aller voir mon médecin et lui dire, écoutez, j'ai pris une bonne résolution, je vais me remettre au sport, et là, il va me conseiller, et il verra s'il fait des examens ou pas. Il n'y a pas des examens systématiques. Mais tout le monde peut se remettre au sport à n'importe quel âge. Et tout le monde doit se remettre au sport, ou à l'activité physique au moins. Donc le mal est fait si j'ai arrêté, et en même temps, vous conseillez quand même d'y aller. Oui, parce que la problématique, on n'a pas eu le temps de le dire, mais quand vous ne bougez pas, quand vous restez assis, vous allez mourir plus tôt de maladie cardiaque, d'un infarctus. Mais ce ne sera pas ça que vous aurez eu. Ne pas bouger, rester trop assis, ça augmente le risque d'environ 20 à 30% de 40 maladies chroniques, dont les cancers. La femme qui ne fait pas d'activité physique a 20% de risque d'avoir un cancer du sein de plus que celle qui en fait. Donc ça, il faut le savoir. Et ça aussi, mes amis cardiologues, je le rappelle toujours, rappelez-vous que l'activité physique, ça n'est pas bon que pour le cœur. Ça diminue le risque de sclérose en plaques. Ça diminue le risque dans les troubles de la dépression. Toutes ces choses-là. Donc effectivement, j'ai 60 ans, il faut se remettre à l'activité physique. Le mal est fait un petit peu pour les artères, mais c'est quand même mieux de se remettre en mouvement. Rien n'est jamais perdu. Est-ce qu'il y a une dose minimum? Est-ce qu'il y a une dose maximum? Comment on dose cette activité physique? Vous pouvez répondre Non. chacun. Hein. Nous, ce qui est montré dans les études, c'est que si vous prenez quelqu'un qui ne bouge pas du tout, vous savez que ça existe beaucoup. Hein. Il y avait un article après le Covid américain, ça m'avait beaucoup impressionné. Il y avait un groupe très peu actif. Ce groupe très peu actif, qui concernait quand même 8000 personnes, faisait 10 minutes d'activité physique par semaine. Donc, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne bougent pas du tout. Donc, si vous ne bougez pas du tout, vous avez un risque d'avoir de mortalité précoce, on va dire simple, de 1. Dès que vous faites 10 minutes par jour, vous diminuez ce risque de 12 à 15%. 2 fois 5 minutes dans la journée. Et plus vous baissez, plus vous augmentez, plus ça baisse. On arrive aux 30 minutes dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'après, ça continue à baisser, mais beaucoup moins vite. Et les gens qui font des recommandations ne sont pas complètement fous. Ils comprennent que les gens n'ont peut-être pas envie de faire plus que 30 minutes. Donc, c'est pour ça qu'on a mis 30 minutes. Si vous faites 40 minutes, c'est mieux. Si vous faites 50, il n'y a pas de limite supérieure. On va me parler, oui, il y a des gens qui sont addicts au sport, etc. Je vous rappelle que ça concerne, moi, dans ma carrière, j'en ai vu 2. J'ai vu beaucoup de sportifs. Donc, c'est très rare. Je ne vous l'ai pas dit, la sédentarité, c'est 40 à 50 000 morts par an. Alors, il n'y a pas que les maladies cardiaques. Bien sûr, il y a toutes les autres. Mais c'est fou, et Martine le sait. Je prends juste cet exemple pour que vous compreniez bien la problématique. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec le collectif Pour une France en forme pour les handicapés. Toutes les personnes qui ont un handicap meurent d'infarctus ou presque. Jamais de leur maladie, parce qu'on les traite très bien. Les gens qui ont des problèmes rhumatismales, spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde, meurent d'infarctus. Parce qu'ils ne bougent pas. Parce qu'ils ne bougent pas et qu'ils mangent mal. J'oublie. Je ne parle pas de l'alimentation, mais l'alimentation a un rôle terrible aussi. Et qu'en plus, ils dorment mal. Et en plus, ça retentit, oui, bien sûr, vous avez entièrement raison. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce mode de vie, il est vital pour nous dans le sens où il n'y a pas que les maladies cardiovasculaires qui sont en jeu. Les cancers, ça a un rôle majeur quand même aussi. Alors, je voulais juste rajouter le fait qu'on vous demande pas non plus, on demande pas de faire d'emblée 30 minutes. Le principe, c'est de recommencer à faire quelque chose. Et déjà, comme le dit très bien François Carré, on peut commencer par 5 minutes. Et puis, la semaine suivante, on se dit, c'est bon, on peut en faire 10 minutes. Donc, les 30 minutes, c'est une moyenne, mais on peut tout à fait, au départ, commencer par beaucoup moins. Il vaut mieux commencer que de ne pas en faire du tout. Par jour. Par jour. Alors, juste pour que vous compreniez bien, comme quoi c'est fou qu'on arrive, que les gens ne nous entendent pas. On a à Rennes une chirurgienne digestive qui est spécialisée dans les cancers des personnes âgées. Donc, on parle souvent d'activité physique, elle en est convaincue, elle en fait beaucoup. Elle me dit, tu sais, François, je me suis amusé pendant 1 an à demander à mes patients, mon délai d'opération, c'est, quand le diagnostic est posé, c'est 3 semaines à 1 mois. Dans les 3 semaines à 1 mois, de faire 15 minutes d'activité physique par jour. 3 fois 5 minutes, c'est ça le tarif qu'elle a demandé. Les personnes qui l'écoutent, quand elle les opère, 3 jours après, elles sortent de l'hôpital. Les personnes qui ne l'écoutent pas, ils sortent de l'hôpital 6 jours après.
3 semaines à 1 mois de 15 minutes de marche vous permet de sortir 3 jours plus tôt que ceux qui ne les ont pas fait. Et en plus, tous ceux qui se sont remis à la marche ont continué après parce qu'ils se sont sentis mieux. Donc effectivement, comme dit Martine, on n'est pas des ayatollahs des 30 minutes. On est des ayatollahs de rien, mais surtout, levons-nous et bougeons. Levons-nous et bougeons. Et pour quelqu'un qui a déjà eu un infarctus, un AVC, est-ce que ces préconisations sont les mêmes? Alors, on va parler d'abord de l'infarctus. Quelqu'un qui a fait un infarctus doit être réadapté. C'est très compliqué, on n'a pas assez de centres pour recevoir, j'entends bien. Mais s'il n'est pas réadapté dans un centre, il faut au moins que quelqu'un le prenne en charge, son cardiologue traitant et peut-être l'hôpital quand il sort, qui lui donne un petit programme de remise en condition, parce qu'on peut toujours très bien le faire. Il faut savoir que la personne qui a fait l'infarctus, il ne faut pas hésiter non plus à ce qu'elle rencontre un psychologue. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour beaucoup de gens, l'infarctus, c'est la mort. Hein? Martine, qui est beaucoup plus jeune que moi, n'a peut-être pas connu, mais moi, j'ai connu la personne de 40 ans qui faisait l'infarctus, c'était fini, il ne travaillait plus. Tout s'arrêtait. Et pour la famille, c'est pareil. Tu as fait un infarctus? Non, non, ne te lève pas, je vais y aller, etc. Donc non, on va remettre en mouvement la personne qui a fait l'infarctus et elle va reprendre pareillement. Et là aussi, vous avez des effets sur la mortalité comparé aux personnes qui font l'infarctus, qui ne marchent pas, qui ne bougent pas après. Le chiffre de mortalité, Martine connaît ça mieux que moi, est beaucoup plus élevé. Alors, je voulais juste compléter ces propos qui sont fondamentaux, c'est-à-dire en effet, on a une évolution qui est bien meilleure lorsqu'on a pu avoir cette réadaptation. Eh bien, les femmes, donc on revient à la différence entre les femmes et les hommes, les femmes, elles vont beaucoup moins aller en réadaptation que les hommes, pour de multiples raisons, et notamment parce qu'elles ont une activité familiale, et donc elles se disent, non, non, j'ai déjà passé du temps à l'hôpital, je ne vais pas encore perdre du temps en réadaptation, je vais m'occuper de ma famille. Eh bien, c'est un tort énorme. Et on dit, il y a des mythes qui disent, oh, de toute façon, c'est pas grave, c'est surtout l'homme qui va tirer profit de la réadaptation et pas la femme. Ben, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'une femme qui fait une réadaptation va avoir une amélioration de son espérance de vie qui sera très importante. Donc cette rééducation, cette réadaptation, elle est fondamentale pour les deux, mais elle est très, très, très importante également pour la femme. Pour compléter ce que dit Martine, aujourd'hui, on sait que 30 minutes d'activité physique pour un homme, au niveau bénéfice cardiovasculaire, c'est à peu près 15 à 20 minutes pour une femme. C'est-à-dire que l'activité physique est beaucoup plus bénéfique aux femmes à quantité égale que pour les hommes. Alors moi, je m'élève contre ça parce que je suis pour la parité, mais bon, je trouve... Non, mais c'est important. Ça vous montre quand même le nombre de travaux qu'il y a de fait là-dessus. Parce qu'effectivement, comme le dit Martine, si la femme a moins de temps, eh bien, on peut toujours lui dire, bah, écoutez, on va vous faire un programme où vous aurez le temps de vous occuper de vos enfants et ce sera rentable pour elle. Ce sera rentable. Alors, il y a justement des travaux qui sont faits parce qu'au départ, la rééducation, la réadaptation, c'était le vélo, c'était des éléments pour lesquels la femme, bon, maintenant ça change, hein, bien sûr, mais était moins disposée. Et donc, la Société française de cardio et donc son groupe spécifique est en train de travailler là-dessus, sur des réadaptations fractionnées, de façon à ce qu'elle puisse bénéficier de cette réadaptation après l'infarctus et qu'elle puisse enfin avoir une meilleure évolution. Ça s'adresse à vous deux. On a parlé de sédentarité, on a parlé de facteurs de risque, on a parlé peut-être de début de solution. On a une double impression, mais vous allez me confirmer ou que j'ai raison ou que j'ai tort, mais on a une double impression, c'est qu'on a à la fois l'impression que ce que vous dites est relativement nouveau dans le paysage de l'information pour les patients, pour les citoyens. Nouveau au sens, vous devez prendre en main votre prévention et votre santé pour votre santé cardiovasculaire, donc c'est relativement nouveau. Et en même temps, on se pose la question de êtes-vous entendu pour justement faire bouger les Français sur la nouveauté et sur le fait que vous êtes entendu, Martine Gillard? Alors, en fait, j'ai pas tellement parlé des facteurs de risque. J'avais une diapositive, mais comme moi, je ne vois pas trop les écrans, donc j'ai pas vu qu'elle était derrière moi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les facteurs de risque sont différents chez l'homme que chez la femme. C'est-à-dire que la femme va présenter les mêmes facteurs de risque que l'on connaît tous,
c'est-à-dire le diabète, l'hypertension, le cholestérol, l'obésité, l'hérédité. Ça, ce sont des facteurs de risque que la femme a, et de la même façon que l'homme. Mais pour un même niveau de facteurs de risque classique, la femme est plus sensible, c'est-à-dire qu'elle va développer plus facilement 2 à 3 fois plus, par exemple pour un niveau de tension, pour un niveau de diabète, pour un niveau de cholestérol, elle va développer 2 à 3 fois plus de risque de faire une maladie cardiovasculaire, un infarctus, que l'homme. Donc, facteur de risque dit classique, la femme est très sensible. Mais ce qui est un peu récent et que on a du mal à faire partager à l'ensemble des professionnels de santé, c'est que la femme, elle a aussi, ce qui peut peut-être expliquer la différence de mortalité, elle a aussi des facteurs de risque dits spécifiques et qui ne sont jamais demandés. Ces facteurs de risque spécifiques, ce sont les ménarches enfin les règles précoces, ce sont les syndromes des ovaires polykystiques, c'est toutes les complications de la grossesse. Une femme qui fait une hypertension gravidique, un diabète gestationnel, une prééclampsie, tous ces éléments qui se passent pendant la grossesse, elle ne sera plus après hypertendue ni diabétique. Eh bien, ce sont des femmes pour lesquelles le risque de faire une maladie cardiovasculaire, de faire un infarctus, est augmenté. Donc ces femmes, elles ne sont pas suivies particulièrement. Or, elles devraient l'être. Ce sont des femmes à risque. Et enfin, les femmes qui, au moment de la ménopause, eh bien, il va y avoir une différence hormonale. Et donc, on sait que les facteurs de risque classiques vont augmenter de façon très importante. Et que l'endothélium, ce dont parlait François Carré, la petite couche de cellules qui couvre l'intérieur des artères coronaires, eh bien, va être détériorée parce qu'il n'y aura plus de protection hormonale que la femme avait pendant qu'elle était non ménopausée. Et donc, ces facteurs de risque spécifiques et classiques, eh bien, sont méconnus, c'est-à-dire que les gynécologues ne vont pas dire à la femme attention, vous risquez d'eux, et donc il faut qu'on arrête de travailler en silo, et c'est pour ça que c'est un peu nouveau. C'est-à-dire qu'on prend conscience de cette inégalité et on est en train on a préparé une fiche, on a fait une fiche justement pour que l'ensemble des professionnels de santé qui s'occupent de la femme, eh bien, aient cette notion et que ces femmes qui ont des facteurs de risque, mais aussi les facteurs de risque spécifiques, soient prises en charge de façon beaucoup plus en amont et qu'on fasse réellement de la prévention. François Carré, vous aviez conscience de ces facteurs de risque spécifiques? Alors moi, j'en ai eu conscience, comme l'a dit Martine, quand ces choses ont été publiées. En fait, il y a eu des tas de problèmes, vous le savez très bien. Je suis le premier à le dire. Moi, je suis pour la parité. Et là, je ne ris pas, je suis vraiment à fond pour ça. Je dis qu'on se rend compte quand même que dans la plupart des études, en plus, il n'y avait presque jamais des femmes. Tout ce qui a été écrit, c'est pas à partir des études faites chez les hommes, et on a transposé même les doses de médicaments et tout. Ça m'a toujours sidéré, ça m'a toujours surpris, aux femmes, etc. Donc je me disais, après les facteurs de risque spécifiques, c'est vrai que c'est des publications qui sont venues après, parce qu'on a commencé à s'intéresser vraiment aux femmes, mais ça n'était pas le cas. Donc c'est quelque chose de nouveau. Nous, la nouveauté dans ce que je vous ai dit, c'est qu'avant la sédentarité, on n'avait pas de problème, parce que les gens n'étaient pas assis toute la journée. Aujourd'hui, un adulte est assis au moins 12 heures par jour. Comme il est assis 6 heures au travail, ça veut dire qu'en dehors du travail, il est assis 6 heures. Et les week-ends, il est assis 10 heures par jour. Mais la chaise est une addiction. Je ris pas, la chaise est une addiction. Plus je suis assis, plus j'ai envie de m'asseoir. C'est prouvé. Donc ça, c'était nouveau. Alors qu'avant, la question ne se posait pas parce qu'on avait toujours à faire quelque chose dans le jardin, etc., etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez le robot qui tond votre pelouse. Pendant le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de boire une bière dans son hamac pendant que le robot tond. Moi, je suis publiciste. Je demande au propriétaire de jouer au badminton avec sa fille ou son fils sur la pelouse tondue. Là, c'est bien, ça fera du bien pour son enfant en plus. Pas du tout. Aujourd'hui, excusez-moi, je suis trivial, mais je le pense sincèrement. L'objectif, c'est de rien foutre. Avec la sédentarité, c'est exactement ça. On va vers ça. Et puis nous avons un gros problème en France, parce qu'il n'y a pas que nous qui avons envie de rien faire, c'est un peu tous les pays, mais c'est que la prévention, on ne connaît pas. Martine et moi, on était les rois de la nutrition après 10 ans d'études de médecine. On savait 5 fruits, 5 légumes. Alors que quand même, la nutrition, c'est important pour les cardiologues.
quand on a mis l'activité physique, quand on a écrit tout ce qu'on a dit sur l'activité physique avec la Haute Autorité de Santé, les médecins n'ont jamais appris à prescrire l'activité physique. Jamais. Jamais. Aujourd'hui, le budget de la alors j'appelle le service, le ministère, pas le ministère de la Santé, mais le ministère de la Maladie. Pourquoi? Parce que 90% du budget, allez, 80%, c'est pour des médicaments. Les médicaments, c'est pour les malades, donc c'est bien le ministère de la Maladie. Et il y a 1% à 2% du budget de la santé en France qui est pour la prévention. Vous allez en Suède, ils espèrent arriver à 60-40%. 60 curatifs, 40% préventifs ou 70-30. Nous, on est entre 1 et 2%. Qu'est-ce que nous propose notre Premier ministre? Une mission avec 6 mois sur la prévention. On découvre la prévention primaire. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est une nouveauté, oui, pour nous. Donc il y a un certain nombre de nouveautés avec les études et les recherches qui sont faites, évidemment, sur les maladies et la prévention des maladies cardiovasculaires. En revanche, les nouveautés dont vous parlez avec un Premier ministre qui découvre la prévention, cela vous attriste, n'est-ce pas? Le terme est faible. Non mais, pourquoi on ne nous le dit pas la vérité? C'est amusant. L'espérance de vie en France, c'est 82-84 ans pour les dames à peu près, ça dépend, hein, en gros 84, un tout petit peu moins pour les hommes. On nous parle de l'espérance de vie, vous entendez pas parler de la retraite, 64 ans. C'est vrai, en bonne santé. On oublie de dire qu'en Suède, c'est 74 ans pour les hommes. L'espérance de vie en bonne santé, 10 ans de plus. Donc, arrêtons de toujours faire poser sur les autres alors que nous ne prenons pas assez soin de notre santé et on ne fait pas les efforts. Je finis là-dessus parce qu'après, ça m'avait mis très en colère. J'ai été appelé par une grande radio, une grande radio qui ne m'avait jamais appelé d'ailleurs, quand la Ligue 1 de football est devenue Ligue McDonald's. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire comme message? J'aime pas le foot, j'emmène mes petits-enfants au foot, ils adorent ça. Qu'est-ce qu'ils voient à la mi-temps? Un footballeur qui mange un hamburger. À la sortie, ils me disent tous, et je vous jure que c'est vrai, ben, papy, quand on est footballeur, on mange des hamburgers. Et nous, on doit faire attention à ce qu'ils mangent. Comment on peut laisser des choses comme ça passer? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On reviendra sur ces évolutions sociétales contre lesquelles vous vous insurgez parfois. Professeur Gillard, on parle parfois de la ménopause qui est citée comme un tournant dans le risque pour les femmes. Est-ce que ça, c'est nouveau? Et quelles précautions ou quelle prévention et comment comprendre ce phénomène? Alors, la ménopause, c'est vrai, c'est un véritable tournant chez la femme, puisqu'elle va perdre, entre guillemets, ses œstrogènes qui la protègent de pas mal de problèmes, notamment au niveau de ses vaisseaux. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, elle va avoir une augmentation du nombre de facteurs de risque classiques et on va avoir donc une altération de la paroi de ses vaisseaux. Donc, c'est quelque chose qui est connu, mais il faut il faut le prévenir, c'est-à-dire que au moment de la ménopause, souvent la femme va consulter un médecin parce qu'elle a des effets secondaires de la ménopause. Et à ce moment-là, c'est vraiment un temps fabuleux pour faire le bilan cardiaque. Donc, c'est pas obligatoirement chez un cardiologue. Ça peut être fait chez n'importe quel professionnel de santé, mais au moment de la ménopause, qui est un tournant et pour lequel la femme va souvent consulter, eh bien, il faut qu'elle fasse le bilan cardiovasculaire, c'est-à-dire rechercher les facteurs de risque classiques, bilan biologique, une prise de tension, qu'elle décrive ses symptômes, etc. Et donc, c'est un tournant dans sa vie, c'est un tournant un peu où il peut se passer des choses, mais ça peut être un bon moment pour faire de la prévention. On a parlé d'alimentation, on a parlé de tabac, on a parlé d'alcool, de stress, pas beaucoup de stress d'ailleurs. S'il y avait une hiérarchie dans les facteurs de risque et dans les facteurs de risque modifiables, ce serait quel facteur sur lequel il faudrait insister le plus? Ou est-ce qu'il faut s'attaquer à tous les facteurs? Alors, moi, je dirais à tous. Mais bon, ils sont tous graves. Hein, donc, Je crois qu'il n'y a pas de facteur de risque hiérarchique. En plus, malheureusement, ils vont ensemble. Les personnes qui ne bougent pas beaucoup, ne mangent pas souvent très bien et sont souvent aussi tabagiques. Donc, il faut s'attaquer à tout. Je crois qu'il ne faut vraiment pas en laisser un de côté. On n'a pas parlé des facteurs génétiques. Je crois que c'est important parce que le facteur génétique, alors on parle du père ou de la mère qui ont eu des accidents. Ça, c'est une chose. Déjà, peut-être aussi que si jamais mon papa ou mon père est mort d'infarctus et puis que ses 2 frères sont aussi morts d'infarctus,
ben, je vais faire d'abord, moi, encore plus attention à ma santé sur ce que je peux faire. Je ne vais pas fumer, bien manger, bien bouger et dormir, ça c'est sûr. Et puis, après, peut-être que je vais en profiter pour surveiller plus ma tension, plus souvent. Parce que si jamais il a eu ces facteurs de risque, mes parents ont eu ces facteurs de risque, c'est important. Par exemple, je suis surpris, toi Martine, ça a dû t'arriver, d'avoir des gens qui ont des hypercholestérolémies familiales et ils sont traités très tard en réalité. Alors qu'on sait très bien que l'hypercholestérolémie familiale, il n'y a pas de problème. Vous avez un accident vasculaire cérébral ou un infarctus si vous ne le traitez pas. Hein. Donc, quand on a quelqu'un de jeune dans sa famille qui est mort d'un infarctus ou en plus des frères et des sœurs, eh ben, je me fais doser mon cholestérol tôt pour au moins vérifier ça. Alors, Mais si j'ai la maladie génétique, on va me donner un médicament pour pas que j'ai d'accident. on peut contrecarrer la génétique, les antécédents, Alors, par un mode de vie quand plus adapté? Non, je pense qu'on peut faire plus attention. voilà. C'est-à-dire que nous, sur les tables, quand on voit arriver des infarctus chez des patients jeunes, c'est-à-dire 40 ans, 35 ans, la moyenne d'âge d'un infarctus, normalement, c'est 62 ans. Donc, quand un patient arrive et qu'il a 40 ans, eh bien, donc pour nous, c'est un patient, il fait un infarctus trop jeune, hein, donc c'est pas bien. Eh bien, très souvent, ce sont des patients qui ont une histoire familiale, c'est-à-dire que le père ou un frère, ou souvent le père ou la mère, ont fait un infarctus jeune, et ce sont des patients qui fument, c'est-à-dire qu'ils associent à la partie génétique de leur histoire, ils associent un facteur de risque grave tel que le tabac. Et donc, très souvent, ce sont des gens qui fument et qui ont qu'on dit une hérédité. C'est pour ça que nous, quand on voit un patient qui est jeune et qui arrive sur notre table, donc on lui explique ça et on lui demande surtout, s'il a des enfants, d'expliquer à ses enfants qu'ils sont à très haut risque de refaire un infarctus. Ça, c'est la partie génétique, mais on peut le contrecarrer en justement disant à ces gens: soyez encore plus prudents que les autres, parce que si vous rajoutez un facteur de risque à votre, à votre préposition génétique, le risque d'infarctus est vraiment très important. Et en les surveillant plus, on risque de prévenir aussi l'accident. Donc, on ne va pas contrecarrer réellement. Mais là, je m'adresse aussi aux gens qui nous écoutent. Martine, c'est comme moi. Combien de fois on entend des gens qui sont en surpoids, qui fument, chez qui on trouve un diabète ou qui sont hypertendus, ils me disent: ah ben mon père était hypertendu ou ma mère était hypertendue ou diabétique. Ben justement, faisons encore plus attention. C'est pas une excuse. On prend ça comme une excuse en fin de compte. Je mange mal, je bouge, je fume, je bouge pas. Alors que je sais que mes parents ont eu des problèmes de santé jeunes. Et après, quand ça me tombe dessus, ben je dis: je suis pas surpris. C'est pas de ma faute, c'est la faute de mon papa ou de ma maman. Bah, comme le dit Martine, si jamais mon papa et ma maman ont eu ça, bah, je fais encore plus attention. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il faut faire obligatoirement véritablement un vrai bilan cardio? Alors c'est compliqué, ça dépend. Donc pour la femme, je vous l'ai dit, donc le bilan cardio peut être fait au moment de la contraception, c'est-à-dire que elle va voir son gynéco. Vous savez qu'on ne doit pas prendre de contraception et fumer en même temps, donc ça peut être un moment où on fait le point. Et ensuite, c'est vers 50-60 ans où on peut faire également un bilan pour rechercher ces fameux facteurs de risque et donc prévenir la maladie, puisque je vous ai dit, la moyenne, par exemple, d'un infarctus, c'est 62, 63 ans. Donc, s'il y a 50 ans, 55 ans, on fait le point. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous ne savent pas, peut-être, ils n'ont jamais pris leur tension ou n'ont pas encore pris de prise de sang pour définir quel est le niveau du cholestérol ou de la glycémie, etc. Donc, ça peut être l'occasion de prévenir. L'âge correspond, pour moi, est un élément important. Non, je suis d'accord. Moi, je pense que à partir du moment où dans ma famille, j'ai eu des problèmes cardiovasculaires chez des gens jeunes, eh bien, je pense que si je suis un homme, je dois faire un bilan aux alentours de 50 ans, si je n'ai jamais rien eu. Mais avoir déjà fait contrôler mon cholestérol avant, et ma pression artérielle et ma glycémie aussi, mais à 50 ans, je pense que ça vaut la peine. Est-ce qu'il faut aller chez le cardiologue? Pas forcément. Pas forcément. On n'a pas du tout, d'ailleurs, il n'y a pas de recommandation réelle. Ça dépend vraiment à qui j'ai affaire. Donc, mais il faut de temps en temps se regarder vraiment dans la glace et se regarder comme on est. C'est-à-dire, voilà, ben oui, j'ai quand même du surpoids, je fume 2 paquets par jour ou 1 paquet par jour.
ben, je dois assumer. Donc, c'est là où je dois en parler. Ce que vous demandez d'une certaine manière, c'est une responsabilisation, une prévention face à des maladies un peu silencieuses. Parce Oui, qu'une maladie silencieuse, par définition, on ne souffre pas au départ. moi, ce que je demande, c'est que les gens comprennent que leur santé dépend d'eux, en grande partie. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de chance. Moi, je connais des sportifs qui ont fait un infarctus à 25 ans. J'en ai un qui a fait un cancer du poumon à 32 ans, un triathlète, il n'avait jamais fumé de sa vie, il est mort très rapidement. Mais ça, c'est des exceptions. La statistique, c'est pas ça. On raisonne sur des populations. Je crois que si les gens font attention et prennent soin de leur santé, c'est pas nous, médecins, qui devons prendre soin de leur santé. Ça, c'est un mauvais message que l'on donne. Moi, c'est ce que je dis toujours. J'amène ma voiture au garagiste quand elle est en panne. C'est pas lui qui vérifie la pression de mes pneus et que j'ai mis ce qu'il fallait dans la bonne essence, et puis, etc. Eh bien, c'est pareil. Je vais voir mon médecin quand ça va pas bien. Ou si je pense que ça va pas bien, je vais lui demander de vérifier. Mais encore faut-il que je m'en occupe de ma santé un petit peu. Les gens ne se rendent pas compte la chance qu'on a d'être en bonne santé, en réalité. Professeur Gillard, vous considérez également que c'est à nous de prendre soin de notre santé? Ah oui, complètement. Je pense qu'on a des pouvoirs publics qui font des choses, mais c'est à nous d'abord, c'est à nous de nous écouter. On doit s'écouter. On le dit rarement, mais je pense que c'est fondamental. Et il y a les maladies cardiovasculaires, c'est quelque chose qui commence de façon silencieuse, comme le dit très bien justement le professeur Carré, c'est-à-dire qu'une hypertension, vous la ressentez pas. Le diabète non plus, l'hypercholestérolémie non plus. Donc, vous savez que vous fumez, ça par contre, vous savez que vous êtes en surcharge pondérale, mais il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas sensibles et donc il faut aller les chercher. Parce que, par contre, si vous avez 20 ans d'hypertension artérielle non traitée, vous allez avoir beaucoup de complications après. Et j'aimerais bien que tu redises ta formule où tu dis je peux changer de maison, Ouais, vas-y, je trouve C'est pas ça, ma elle formule, est très bien celle-là. c'est un motivateur américain et un auteur américain, Jim Moore, qui disait j'avais jamais pensé. Alors, vous voyez, c'est quand même. Et pourtant, c'est évident. Le seul endroit où vous êtes obligé de vivre, c'est votre corps. Vous pouvez changer de maison, vous pouvez changer de pays, vous pouvez changer de continent, pas votre corps. Vous devrez vivre toute votre vie dedans. Donc, prenez-en soin, parce que si vous n'en prenez pas soin, un jour ou l'autre, vous vivrez dans un endroit pourri. Alors, ça, c'est moi qui ai rajouté l'endroit pourri. C'était plus fort que moi, excusez-moi. Je sens que vous êtes convaincu. On a été, me semble-t-il, assez éclairé sur pas mal de points. Évidemment, on pourrait y passer beaucoup plus de temps et descendre en détail. Comme premier, on va à peu près respecter, non pas la parité, mais le temps de parole. En fait, il y a un micro qui va passer dans la salle et évidemment, suivant un peu les attitudes normales, celui ou celle qui veut poser une question ou témoigner lèvera le bras et puis le micro arrivera et on prendra évidemment chaque question, chaque témoignage. Et par contre, je vais commencer à la fois par des questions qui sont parvenues dans le chat que j'ai devant moi et puis par des questions que des personnes à distance nous avaient posées. Et n'hésitez pas aussi, la personne qui a le micro est derrière vous dans la salle, à vous manifester, à dire « moi je veux bien témoigner, moi j'ai une question et j'aimerais bien avoir une réponse ce soir ». Donc voilà, on va regarder. Première question sur le chat, avez-vous observé des initiatives de prévention des MCV est particulièrement efficace au sens qui facilite le passage à l'action vers des comportements facteurs de santé. En fait, là, je crois qu'on parle du passage à l'action. Est-ce que vous avez observé comment on se décidait à passer à l'action et comment on fuyait l'évitement? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment, de. C'est assez compliqué déjà. Il faut déjà qu'on élimine, parce que notre grand problème, on n'en a pas parlé. Mais je vous rappelle quand même qu'après un travail qui a été fait par l'hôpital Georges Pompidou en 2019, la première cause d'arrêt cardiaque avant 30 ans, c'est l'infarctus du myocarde. Avant, c'était 45 ans l'infarctus, c'est 30 ans. C'est-à-dire que les collégiens de 15 ans préparent leur infarctus à 30 ans. C'est ça que ça veut dire. Parce que l'infarctus, il ne vient pas du jour au lendemain. Il faut au moins 10-15 ans d'exposition aux facteurs de risque. Et on sait que nos collégiens actuels, de 11 ans, ils ont une pression artérielle plus élevée que les collégiens d'il y a 20 ans. Ils ont plus de cholestérol, ils ont plus de glycémie. Pas qu'en France, mais c'est prouvé. Donc, en fait, on s'est rendu compte que les adolescents, les enfants, c'est pas la peine de perdre son temps en leur disant de se bouger plus et de manger mieux. Ils ne nous écouteront pas.
tout simplement parce que leur cerveau n'a pas la maturité pour recevoir. Après, les autres actions, si vous prenez les pays qui ont les espérances de vie les plus élevées en bonne santé, puisque c'est ça, on mourra tous un jour de toute façon, eh bien, c'est une éducation. Depuis toujours. Nous ne sommes pas un pays de prévention. D'ailleurs, c'est amusant, j'ai une collègue un jour qui vient, qui était allemande, et la chose qui l'a plus surpris en France quand elle est arrivée, c'est le nombre de pharmacies, comparé à l'Allemagne. Donc ça veut dire simplement que là aussi, on a un problème. Et nous, médecins, on a aussi ce problème. Un symptôme, tu ne me contrediras pas, je pense, égale un médicament. Regardez le nombre de médicaments que prennent les gens des fois. C'est affolant. Donc, en fait, c'est l'éducation. Je n'ai pas vu aujourd'hui, même les Québécois ont du mal, parce que les Québécois sont confrontés à l'alimentation, qui est la même que chez les Américains. Et je vous rappelle que les Américains, c'est quand même presque un Américain sur deux qui est obèse, quand même, et 90% en surpoids. Donc, il n'y a pas, en tout cas, de mon côté, je pense qu'il n'y a pas une méthode miracle pour tout faire changer, non. Est-ce que vous auriez une question d'une personne à distance? Est-ce que vous auriez des idées d'action à faire en famille? La mère et la fille, qu'est-ce qu'elles pourraient faire ensemble? Est-ce que c'est mieux je dirais, de prévenir en collectif, ou est-ce que ça repose sur des décisions et des actions individuelles? Qu'est-ce que tu fais avec ta fille, Martine? Qu'est-ce que vous feriez avec votre fille? Moi, je pense que justement, l'énorme avantage, comme le dit François Carré, c'est difficile pour un jeune de prédire la mort et tout ça. Pour lui, ça n'existe pas, donc il n'est pas sensible. Par contre, autant au niveau scolaire, mais aussi au niveau familial, parler d'une bonne alimentation, de bonne activité, de rechercher les facteurs, je pense que ça peut être tout à fait bénéfique. C'est-à-dire que si on apprend très tôt à avoir un comportement, une activité, ne pas être sédentaire, de bien manger, d'avoir tous ces éléments-là, on éduque l'enfant et on éduque aussi l'adulte, parce que l'adulte va se sentir obligé, comme tu le dis, de ne pas voir un sportif en train de manger un McDo. Donc, du coup, je pense que il faut essayer de prôner la prévention, qui est compliquée chez nous, mais je pense que c'est les adultes qui doivent avoir un impact sur l'enfant au sein de la famille. Ça peut être pour moi très bénéfique, mais aussi au niveau scolaire. Donc vous pourriez marcher avec votre fille? Ah, tout à fait, au contraire, au contraire. Pas que pour faire du shopping. Ah non, non, j'ai pas les moyens de faire. Donc je préfère faire. Non, mais je crois que l'action collective qui est proposée est très importante. L'action collective, c'est pas que la famille, ça peut être aussi dans les milieux professionnels. Très haut lieu de sédentarité, le milieu professionnel. Toutes les études montrent que si vous mettez au niveau professionnel des actions de challenge dans un service qui fait le plus grand nombre de pas en un mois, on l'a fait pour les dernières journées européennes, il y a des tas de gens qui se sont mis à marcher beaucoup plus qu'ils ne l'auraient fait, parce que c'était un challenge des cardiologues français d'arriver à je ne sais plus combien de millions de pas en très peu de temps en réalité. Donc oui, ça marche très bien. Et collectif avec la famille, moi de mon côté, c'est mon cas en tout cas. On fait énormément de choses avec nos enfants et nos petits-enfants, mais on montre, et l'enfant, ce qui marche, c'est le rire. L'enfant, s'il rit, s'il joue, il suit. Je crois que c'est important. Une question de la salle. Dire justement, là, moi j'ai un petit-fils aussi, pour eux, la prévention, je suis d'accord avec vous, ils ne comprennent pas bien. Mais par contre, lui faire du sport, l'entraîner à je ne sais pas quoi, l'amener à tel endroit, le faire monter au-dessus, prendre l'escalier, tout ça, ça, ils comprennent. Même si c'est ça. Hein. Alors, j'ai la deuxième témoignage, c'est quand vous parlez de suivi. Donc, moi, j'ai un médecin homéopathe et tous les 2 ou 3 ans, on fait un bilan complet du sang. Et à partir de là, on discute. Parce qu'il n'y a pas que le bilan à faire. Bon, le bilan, ils vous disent vous êtes dans les clous, vous n'êtes pas dans les clous. Mais ce qui est intéressant avec le médecin, c'est de discuter. Discuter par rapport à ça et soulever des problèmes à chaque critère. Dire, mais celui-là, comment ça se fait qu'il soit là, etc. Et je trouve personnellement que c'est complètement négligé, quoi. Quand on voit la médecine en scolaire,
vous avez une infirmière pour je ne sais pas combien, 200 ou 250 élèves. Vous vous rendez compte, une infirmière comme ça, elle devrait pouvoir recevoir des élèves en groupe, seule, et expliquer des choses, quoi. Mais ça, Non, mais on retombe sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la prévention. La prévention commence très tôt, hein. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas de doute. Et pour revenir sur ce que vous disiez sur l'enfant qui ne comprend pas la prévention, c'est très simple en réalité. Alors, je répète bêtement ce que j'ai appris parce que j'ai discuté beaucoup avec des neuroscientifiques là pour la grande cause nationale sur l'activité physique dans la santé mentale. C'est passionnant. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Je prends 100 personnes, je leur dis, est-ce que c'est bon pour vous de faire de l'activité physique? Allez, il y en a 99 qui répondent oui. Pourquoi je dis 99? Vous avez vu dans les sondages, on n'a jamais 100% de réponse. Alors, il y en a un qui ne comprend pas la question ou qui n'a pas entendu, je ne sais pas, mais bon, peu importe. 99. Le lendemain, je prends ces 99 personnes et je leur mets un escalier en béton de 30 marches et à 200 mètres, 100 mètres, un escalier roulant. Sur les 99, il y en a 75 qui vont vers l'escalier roulant et 24 qui vont prendre l'escalier en béton. Pourquoi? Parce que leur cerveau, notre cerveau nous dit d'aller vers ce qu'ils ne consomment pas. Sauf que ceux qui ont pris l'escalier en béton, ils ont une autre partie du cerveau qui leur dit « Ok, ça va être plus dur de monter l'escalier, mais c'est meilleur pour ta santé. Donc tu le fais. » Or, le gamin, cette partie-là du cerveau, elle n'est pas mature. Donc ça ne sert à rien de leur dire « Pour ta santé, c'est mieux. » Parce qu'ils ne peuvent pas. Donc on s'acharne à... En fin de compte, c'est terrible, dans plein de domaines, on traite les gamins comme si c'était des adultes. Ce ne sont pas des adultes. oui, mais je suis d'accord avec vous, ça ne sert à rien de leur dire, mais si vous le prenez, vous dites, on monte ensemble l'escalier, et après, au bout d'un moment, il va comprendre que c'est bien, quoi. Tout à fait. Une autre question au fond de la salle, 2 autres questions au fond de la salle, et en attendant, une petite question qui nous vient de Bretagne, spécialement pour vous, professeur Carré. En cas d'alerte de dégradation de la qualité de l'air, faut-il s'abstenir de marcher longtemps? Quels sont les risques de santé pour la santé cardiovasculaire de cette pollution de l'air? On n'a pas parlé de l'air. Alors, on n'a pas parlé de l'air. Il faut quand même remettre les choses au point. Il est évident que si je suis insuffisant cardiaque, bronchitique chronique, ou que j'ai la mucoviscidose ou des pathologies comme cela, c'est évident que ce n'est pas le moment, quand il y a des pics de pollution, de sortir et de rester en plus à côté de la 4 voies ou de l'autoroute. Ça, c'est évident. Par contre, si je prends la population en général, toutes les études montrent, en particulier dans les pays où il y a des gens qui font beaucoup de vélo, la Hollande, l'Allemagne, tous ces pays où il y a énormément de cyclistes, il vaut mieux faire du vélo, même si c'est pollué, que de rester dans son canapé. C'est prouvé. Donc, en fait, arrêtons d'aller encore chercher une autre excuse qui est la pollution. Ça, c'est comme quand on parle des pesticides pour le cancer du côlon. Si on mangeait mieux, peut-être que déjà on aurait moins de cancer du côlon quand même. Hein. Il y a eu cette question, que doit-on privilégier pour notre alimentation? 5 fruits, 5 légumes, c'est ce que j'ai appris, moi. Oui, oui. C'est tout simple. Voilà, vous restez sur On reste sur des choses simples. D'accord, 5 fruits, 5 légumes, c'est ce que vous Et faites des tous fruits les à jours. coque. Fruits à Parce que coque. j'ai appris qu'il faut manger les noix, les amandes, c'est très bon. Ça, je ne pas assez au niveau oméga 3, c'est très bon. Très bien. Je repasse le micro a été passé. Pardon. Rapidement, parce que Oui. voilà. Je reviens à la prévention des enfants. Et moi, j'ai des petits-enfants qui ont 20 ans maintenant. Et quand ils étaient petits, je leur disais, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà. Et puis maintenant, eh bien, ils sont contents de me dire, ah ben Nana, tu avais raison, maintenant je mange le poisson, maintenant elles font du sport. Non, mais c'est pour ça, c'est jamais perdu, de toute façon. C'est jamais perdu. On va passer. Merci. Oui, alors déjà, je remarque que ça fait 1 heure qu'on est assis, qu'on ne s'est pas levé. Jamais interdit aux personnes à qui je parle dans la salle de se lever. Je leur demande par gentillesse de rester avec moi dans la salle quand même. Non. Non, c'est exceptionnel que je parle assis. Hein. je voulais revenir sur l'alimentation parce que effectivement, c'est un point important. Cela étant, il y a quand même un problème de pouvoir d'achat pour beaucoup de gens. Et je pense que les 5 fruits et légumes, il y a quelques années, les fruits et les légumes n'étaient pas très chers. Malheureusement, maintenant, plus ça va, plus c'est cher. Et je me demande comment on peut communiquer pour faire comprendre aux gens qu'ils doivent manger des légumes et qu'on peut cuisiner et trouver des légumes pas trop chers. Mais c'est un point qu'il faut garder en tête.
tête parce que tout le monde n'a malheureusement pas les capacités financières pour s'alimenter très très correctement. Alors vous avez raison, parce qu'on voit que malheureusement, c'est plus on est défavorisé, donc moins on a de moyens, plus on a des problèmes pour avoir une alimentation correcte. Alors, est-ce que c'est vrai que de cuisiner des légumes et tout ça, ça prend du temps, que maintenant on est tous pris par le temps, on est tous en train de courir après le temps. Mais je pense quand même qu'il faut essayer de le faire et d'éviter tous ces plats très transformés qui facilitent la vie. Hein. C'est vachement facile d'aller chercher, mais c'est compliqué, mais il faut se forcer à faire ça. Je suis d'accord, il faudrait faire des campagnes, il faudrait faire puisque tout passe par, comme le dit François Carré, par des éléments ludiques. Il faudrait attirer les gens. Vous avez vu que quand on a voulu faire diminuer le tabac, on a supprimé les acteurs qui fumaient dans les films parce que c'était quelque chose d'attractif. Est-ce qu'il faudra pas faire la même chose en voyant des acteurs qui cuisinent? Je ne sais pas, mais il faut vraiment essayer en tout cas, c'est vrai. Non, c'est un fait que le prix des aliments entre en ligne de compte. Mais je pense qu'il faut aussi voir, par exemple, si vous regardez le nombre de personnes, alors avant il n'y en avait pas tant que ça, mais maintenant je trouve en France, qui au repas, au restaurant, prennent une boisson sucrée, etc. Ça, c'est pas obligatoire. Donc, vous voyez, déjà, si on enlevait les boissons sucrées systématiques, l'addiction au sucre, parce qu'ils jouent là-dessus, le sel, ressaler systématiquement. Enfin, déjà, là-dessus, on pourrait avoir des efforts. Et puis aussi, effectivement, arrêter d'aller vers les produits ultra transformés. C'est ça qui est terrible. Il y a manifestement, on ne sait pas tous les méfaits des produits ultra transformés, en particulier au niveau des cancers, etc. Ça, c'est sûr. Autre intervention ici, et après on passera sur la droite le micro, parce que je crois que la droite est patiente, mais voilà, il faut alterner. Hein. Enfin, je crois que c'est voilà, tout le monde m'aura compris. Tout le monde m'aura compris. Ce sont 5 fruits plus 5 légumes par jour, ou alors 5 au total et on mixe fruits et légumes, c'est-à-dire 3 légumes, 2 fruits. 5 au total. 5 au total. Et deuxième petite question, pour contrer les risques suite à la ménopause, surtout prématurée, que pensez-vous de ces traitements hormonaux substitutifs? Est-ce que ça pourrait contrer les risques? Alors, donc ça, c'est très, très important. Il y a eu au départ, on n'était pas très, on avait mis ces traitements hormonosubstitutifs, puis ils ont été à un moment supprimés parce que, soi-disant, ça avait des effets secondaires. Mais en fait, c'était lié à des études américaines qui utilisaient des dosages qui n'étaient pas du tout ceux qui étaient utilisés en France, etc. Donc, si on enlève tout ça, tous ces éléments, ces atermoiements, en tout cas, si la femme n'a pas fait d'événements cardiovasculaires avant sa ménopause, la femme, elle peut tout à fait bénéficier de ces traitements hormonosubstitutifs. Elle doit même en bénéficier parce que ça va avoir un impact très positif sur la symptomatologie qu'elle va ressentir, les bouffées de chaleur, etc. Mais aussi sur les os, sur les calcifications et le risque d'ostéoporose. Donc, c'est un élément, si on peut, c'est mieux de prendre ces traitements. Il y a des contre-indications, mais s'il n'y a pas ces contre-indications, donc là, les gynécologues le prescrivent, sont tout à fait au courant. S'il n'y a pas de contre-indication, il vaut mieux le prendre lorsque c'est possible. Alors après, ça dépend, c'est au moins une dizaine d'années, mais pas tellement plus, parce qu'après, ça perd de son efficacité. Oui. Oui. Un autre sujet que n'aime pas le ministère, mais le ministère de l'Agriculture cette fois-ci, quel est l'impact du régime végétarien? Régime qui est moins cher que le régime composé de viande. Moi, je n'ai pas vu actuellement, jusqu'à présent, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, parce que je n'ai pas tout lu, mais je n'ai pas vu d'article scientifique avec une population suffisante et puis des groupes, parce que c'est pareil, on ne peut pas prendre que des végétariens, il faut qu'on compare à d'autres non-végétariens, différents régimes, montrant que le régime végétarien, sur le plan cardiovasculaire, avait un effet délétère. Ah non, inefficace. Je pense que sur le plan efficacité, si je mange, moi je suis assez simple comme garçon, un peu de tout, de façon équilibrée, voilà. Éliminer tout un pan,
je ne suis pas sûr qu'il y ait des preuves formelles que ça améliore vraiment, que ça allonge l'espérance de vie, etc., ou d'autres pathologies. Voilà. Moi, je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez parlé du bilan cardio. Je voulais savoir quel est l'âge minimum pour faire un bilan cardio, car une fois, j'étais allée à un événement cardiaque et j'ai 24 ans et on m'a dit que on préférait que ce soit des personnes de 40 ans, voire plus, qui viennent faire le bilan cardio. Ah non, on peut pas dire ça. C'est-à-dire que si vous avez eu un événement, vous devez avoir un bilan. Là, on traite toujours de façon globale, c'est-à-dire on parle en statistique. La médecine, c'est pas une science. Hein. La médecine, elle est elle est liée à vous-même. Donc, on a des statistiques, c'est-à-dire qu'on sait que dans la population générale, eh bien, le risque est plus important après, à partir d'un certain âge. Donc, le bilan doit être fait un peu avant et trop tôt, non. Mais par contre, si la personne a eu une hérédité importante, si dans sa famille il y a une hérédité, ou si la personne a présenté un événement, elle doit bien sûr avoir son bilan. Il ne faut pas s'arrêter aux statistiques, hein, il faut s'arrêter au patient donné. Donc, si vous avez eu un événement et que vous voulez avoir un bilan cardio, il faut l'exiger. Non, j'ai pas eu un événement. J'étais à un événement. Ah, un événement. Excusez-moi, j'ai cru que vous aviez eu quelque chose et qu'on vous avait dit. Là, c'est parce qu'il devait peut-être faire une étude pour avoir des personnes de 40 ans et plus. Ils n'ont pas précisé. Mais de toute façon, c'est vrai que faire un bilan cardiologique à 20 ans ou 24 ans, ça n'a pas un grand intérêt. Le seul point, je ne connais pas l'avis de Martine là-dessus, moi je milite pour que les enfants aient au moins un électrocardiogramme une fois dans leur vie, peut-être l'âge, il reste à préciser, est-ce qu'entre 13 et 16 ans ou 15 et 16 ans, parce qu'il y a des maladies génétiques totalement asymptomatiques qui se révèlent par une mort subite, un arrêt cardio-respiratoire, et peut-être qu'on aurait pu le prévenir avec l'électrocardiogramme qui en détecte beaucoup. Voilà, mais ça c'est du systématique, mais c'est tout. Autrement, aller faire par exemple, je vais dire la même chose parce que s'il y en a peut-être qui m'écoutent, qui font du vélo et tout, c'est pas la peine d'aller demander au cardiologue un test d'effort quand on veut reprendre le sport ou quand on fait du sport, ça dépend à qui j'ai affaire. Et à l'inverse, c'est pas parce que j'ai fait un test d'effort au mois de mai et que je fais mon marathon au mois de juillet et que j'ai mal dans la poitrine en préparant au mois de juillet que j'en conclus qu'il ne peut rien m'arriver parce que j'ai été voir le professeur Carré au mois de mai. Pas du tout. Moi, chaque fois que les patients, les sportifs sortaient de ma consultation, je leur disais, rappelez-vous, si dimanche prochain vous avez mal dans la poitrine en allant rouler, vous revenez me voir. Parce que nous ne sommes pas voyants non plus. Ce n'est pas une science exacte. On a fait cardiologie, pas voyance. Moi, je ne sais pas qui est-ce qui va faire l'accident. Par contre, si vous avez dans votre famille, si les personnes ont dans leur famille une hérédité, c'est-à-dire une hypercholestérolémie familiale, ou qu'ils ont, là, ils peuvent demander un bilan du cholestérol très tôt, en milieu scolaire. On devrait faire un dépistage du cholestérol chez ces personnes à haut risque. Donc, quand on est à haut risque, on peut avoir un bilan beaucoup plus tôt. Mais la majorité, en effet, c'est à peu près vers 50 ans. Je reviens vers les personnes à distance. Bonsoir, l'association AVC AIT est née en mars 2020, 8 jours avant la phase Covid. Nous avons de suite œuvré pour que nous n'ayons pas un double isolement. On a mis en place du sport chacun chez soi via Zoom. Vous en avez entendu parler de cette expérience? Alors celle-là, non, je sais qu'il y a beaucoup. Nous, on a une maison sport santé au CHU de Rennes et on a mis en place de l'activité physique par Zoom, effectivement. On va pas revenir sur les problèmes du confinement, etc. Mais c'est quand même assez fou qu'effectivement, les gens aient diminué l'activité physique beaucoup. Alors, il y a eu les deux. Il y en a qui l'ont repris à domicile, il y en a qui l'ont diminué, sauf les gamins qui, eux, ont plutôt globalement diminué, étaient beaucoup plus sédentaires. Donc, c'était une bonne solution, effectivement, de faire de l'activité physique déjà pour le moral des gens. Et c'était une bonne idée. Donc, cette association a eu une bonne idée, oui. Et dans les écoles, on éduque les enfants pour les tris de déchets, car c'est un moyen de toucher les parents. Poil à gratter, pourquoi la mutuelle MGEN, pourquoi une mutuelle ne fait pas plus d'éducation au mieux manger à l'instar des déchets pour faire manger les parents? C'est-à-dire que qui doit éduquer les parents? Je crois que les enfants ont un rôle important. Un enfant, vous savez, on a tous entendu cette histoire-là. Les petits, c'est plutôt les petits, hein, c'est pas l'ado, hein, mais c'est les petits de l'enfant qui arrive chez lui de 5, 6, 7 ans et dont le père fume
et parce qu'il a eu une information sur le tabac le jour dans l'école, il prend le paquet de cigarettes de son père et qu'il le met à la poubelle. Donc, l'enfant est très sensible. Et encore plus quand c'est la professeure ou le professeur des écoles qui le dit, c'est vrai d'ailleurs, il ne faut jamais dire le contraire que ce qu'a dit la professeure, parce qu'il ne comprend plus rien, le gamin. Et puis, elle a raison. Donc, je pense que les enfants peuvent. Mais de toute façon, c'est à nous. Il faut que l'éducation nationale fasse de la prévention avec les enfants. Sur l'alimentation, elle en fait très peu sur l'activité physique, très peu, très très peu. Sur le sommeil, il faut quand même faire comprendre. Alors après, vous allez me dire que je râle tout le temps. C'est pas faux. Mais quand je vois qu'il y a une dame qui était une ancienne ministre, je ne me souviens plus de son nom, il n'y a pas longtemps là, qui signe une tribune, quand on a vu que le temps de sommeil diminue en France, en disant quoi? Qu'il faut que tous les enfants aillent à l'école, rentrent à l'école à 9h. C'est-à-dire que les gens se couchent à pas d'heure. Et qu'est-ce qu'on fait? On va les faire se lever plus tard pour aller à l'école. Mais elle n'a pas compris, la dame, que les enfants vont se coucher plus tard encore. C'est quand même fou. La solution est signée par beaucoup de gens. Dans une tribune, dans je ne sais plus quel journal, Figaro ou quelque chose comme ça, c'était « Il faut que tous les enfants, que toutes les écoles commencent les cours à 9h ». Sous-entendu que les enfants dormiront plus. Mais là, je me dis, je pense que c'était une blague. Eh bien non, ce n'était pas une blague. Donc, les enfants ont un rôle important. L'éducation nationale doit changer sa vision. Sa vision, aujourd'hui, les enfants ont changé. C'est plus les mêmes qu'avant. L'enfant sage comme une image qui reste sans bouger à l'école, c'est pas bon pour sa santé. Et donc, parce qu'avant, il bougeait en dehors de l'école, maintenant, il bouge plus. Et donc, il faut effectivement qu'on mette un peu plus de prévention et le plus tôt possible. Et puis qu'on sensibilise les jeunes filles à tous ces éléments-là, c'est-à-dire qu'on lui explique dès le plus jeune âge qu'elle est pareille que l'homme et du coup qu'elle doit avoir les mêmes prises en charge, etc. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Et à l'école, pour moi, c'est essentiel. Surtout qu'on n'en a pas parlé avec Martine, mais en plus, les filles bougent beaucoup moins que les garçons. Jusqu'à 11 ans, c'est pareil. À 11 ans, il y a une cassure brutale et il y a beaucoup plus de filles en surpoids à l'école, au collège, que de garçons. La femme, en fait, et les femmes adultes bougent moins et sont plus sédentaires que les hommes. Mais parce que c'est dans l'habitude, c'est comme ça. Et comme tu l'as très bien dit, moi je dis toujours aux dames, quand je parle, je leur dis, mesdames, rentrez chez vous, vous posez vos affaires, vous appelez mon chéri, mes enfants adorés, les enfants, vous mettez la table, mon chéri, tu commences à faire la cuisine, moi je vais marcher. Parce qu'autrement, le monsieur va aller courir pendant que la dame ne peut pas courir et s'occupe des enfants. Je suis désolé, non, la femme a le droit aussi de faire de l'activité physique. Elle a le devoir même. Dans les questions qui sont parvenues également sur le chat, il y en a une, c'est vous parlez des enfants, vous parlez des femmes. Est-ce que l'homme pratique souvent l'évitement? Est-ce qu'il regarde en face les risques et est-ce qu'il s'occupe lui aussi de sa santé? Alors, j'ai plus cette photo, c'était un dessin. Vous mettez une femme qui se regarde dans le miroir, elle se voit toujours plus grosse qu'elle n'est. Vous mettez un homme, il se voit toujours comme si c'était Schwarzenegger, alors que ce n'est pas tout à fait la vérité. Donc je pense que l'évitement, l'homme, effectivement, il se voit toujours en bien meilleure santé qu'il n'est, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais par contre, quand l'homme a une douleur ou un problème, la femme va appeler les secours. Quand la femme a la même chose, l'homme va dire « Oh, écoute, chérie, t'es trop fatiguée, va te reposer un tout petit peu, ça va passer, etc. » Donc, il y a une différence de prise en charge. Autre question dans la salle? Oui, 2, 3, oui. Si vous pouvez passer le micro. J'ai retenu la formule du professeur Carré qui nous expliquait que la sédentarité, finalement, c'est le résultat de, je ne vais pas reprendre exactement vos mots, mais d'une société qui optimise le ne rien faire. Est-ce que ce n'est pas la moitié de la vérité dès lors qu'on sait que le travail lui-même, dans certains cas, est vecteur de sédentarité et des risques attachés? On pense au travail de bureau, auquel on peut ajouter la digitalisation des activités, auquel on ajoute le télétravail, et qui sont effectivement des facteurs de sédentarité. Mais vous avez entièrement raison. Il y a 2 hauts lieux de sédentarité. C'est le niveau éducatif, que ce soit de l'école primaire jusqu'à l'université. Il y a 44% des étudiants en France qui ne font aucun sport. Aucun. 44%. Presque la moitié. Donc c'est énorme en réalité. Hein.
Les autres, ils vous disent qu'ils font du sport. Bon, là, ils vont courir 1 fois par semaine. Bon, c'est déjà mieux. Donc, effectivement, et il y a le milieu professionnel. Nous, on se bat auprès des dirigeants pour qu'ils comprennent que les troubles musculo-squelettiques sont liés à la sédentarité. Ce n'est pas l'ergonomie du bureau, c'est la sédentarité. Que la dépression, le burn-out, c'est favorisé par la sédentarité. La sédentarité est un facteur de risque du burn-out et de la dépression. Donc, vous avez une solution qui est très simple, qui est celle que je me suis appliquée chez moi, puisque je suis maintenant retraité. Donc, moi, sous mon bureau, je fais de la sédentarité en bougeant. Comment? J'ai un pédalier. Je pédale sous mon bureau. Mettez un pédalier sous les bureaux de vos salariés. Bannissez les chaises à roulettes. C'est la première chose que j'ai fait quand je suis devenu chef de service. Mais c'est fabuleux. Vous avez la roulette, vous avez un dossier là-bas, vous roulez, vous allez chercher le dossier, vous le remettez de l'autre côté. Mais c'est pas encourager la sédentarité. Alors avant, la femme bougeait en dehors. C'était pas grave. Mais maintenant, c'est fini. Elle ne bougera pas, il ne bougera pas en dehors de son travail. Il y a le robot tondeuse et puis le robot aspirateur. Hein. Et puis la trottinette aussi. Oui, alors là, trottinette électrique. Alors là, pareil, on devrait bannir la trottinette électrique qui n'apporte rien. Surtout, j'ai vu que maintenant, il y a des vélos électriques. Enfin, il faut bien préciser, vélo à assistance électrique. J'avais eu un doute, mais j'en ai vu un ce matin. Oui, il y a des vélos électriques, c'est-à-dire que c'est des vélos simplement avec des grosses roues, hein, souvent noires et des grosses roues. Mais là, ils ne pédalent pas du tout. Mais ça n'apporte rien. La trottinette électrique n'apporte rien. C'est mauvais sur le plan écologique. 85 ou 90 morts, je crois, l'an dernier de gens, parce que bien sûr, ils ne mettent pas leur casque. Et je parle pas, on n'a pas parlé des morts qui se sont fait renverser, les personnes âgées qui se sont fait renverser. La trottinette électrique n'apporte rien. Donc, je ne comprends pas qu'on garde ça dans d'autres pays. Je crois que c'est Montréal ou le Québec qui a interdit les trottinettes électriques. Deux autres questions. Le micro circule sur... Ah, pardon. À vous. Oui, bonsoir. D'abord, merci, parce que ça fait des années que, par différents jobs, je vous suis, et donc je voulais vous remercier, hein, parce que pour vous avoir entendu au congrès de la Société française de cardiologie et autres. Et j'avais une question tout à fait personnelle pour vous, c'est qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la marmite de la prévention, ce qui est quand même aujourd'hui un peu plus à la mode que quand vous avez commencé. Voilà. Vous répondrez tous les deux. Alors, moi, mon biais, si vous voulez, c'est que depuis tout petit, je fais de la course à pied, depuis que j'ai 10 ans, l'âge de 10 ans. Donc, ça fait quelques dizaines d'années. Elle ne me demandait pas pourquoi. Personne ne le sait, personne ne courait chez moi. Me demandez pas si je suis addict. Non, pas du tout, puisque ça m'arrivait de... Si une semaine, je ne vais pas courir, je ne vais pas courir, ça ne me pose pas de problème. J'aime bien courir, point à la ligne. Et la prévention, je m'en suis rendu compte, si vous voulez, quand j'ai commencé médecine, parce que j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose aux patients. Et en fait, c'est quelque chose qu'on néglige, nous, médecins, je pense, c'est la qualité de vie du patient. En fait, on a un grand problème, nous, médecins, c'est qu'on n'a jamais été malade. Et on ne se rend pas compte la corvée que c'est de prendre un médicament tous les jours jusqu'à sa mort. Et surtout, je me suis rendu compte, après, j'ai d'abord commencé à prescrire un peu d'activité physique. Enfin, je ne leur prescrivais pas, je leur disais, il faut que vous bougiez, c'est essentiel. Parce que je voyais bien la différence entre ceux qui bougeaient et qui ne bougeaient pas, etc. Et puis, je me suis rendu compte que, je ne sais pas toi, Martine, mais on n'a pas beaucoup de patients qui nous ont demandé de vivre 2 mois de plus. On en a plein qui nous ont dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ma vie soit moins pourrie par ma maladie et vos médicaments? C'est ça les messages que j'ai. D'ailleurs, ils nous demandent toujours de diminuer les médicaments, etc. Et en fin de compte, la seule chose qui marche là-dessus, c'est l'activité physique. Parce que l'activité physique, ça vous fait faire, vous ne pouvez que progresser. Ça ne peut que vous faire du bien. Et donc, je m'en suis rendu compte avec mes patients et c'est pour ça que j'ai prescrit depuis des années l'activité physique, c'est tout. Mais je suis certain, par contre, ça, et là je finis là-dessus, j'ai pour me débarrasser des 30 minutes, puisque tout le monde me dit, mais comment vous faites pour faire 30 minutes? C'est pas compliqué, je me garais à 1 kilomètre de mon hôpital. Hein, ça fait 24 ans que je me gare à 1 kilomètre de l'hôpital. Je marche 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, 10 minutes après déjeuner. C'est-à-dire que moi, ma journée, c'est 23h30. J'ai 30 minutes pour mon activité physique d'abord. Et le reste, je le mets dans ce qui reste. Alors que la plupart des gens, on met tout. Et s'il reste quelque chose, je vais mettre l'activité physique. Eh bien, ils ont tout faux.
Martine va nous dire maintenant. Ouais, non, Petite alors, Secret. moi, Votre non, secret, oui. professeur moi, Gillard. pour la prévention, en fait, c'est parce que donc mon métier en cardiologie, c'était de m'occuper des gens qui faisaient un infarctus. Donc, ils étaient sur les tables d'opération et je débouchais les artères. Et au bout d'un moment, c'était vraiment très poignant parce que des fois, ça se passe bien, puis des fois, ça se passe mal. Et je me dis, mais comment on peut faire pour éviter ça? Et je peux vous dire que quand vous voyez que c'est évitable, eh bien, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on ne porte pas plus le message de prévention que de traitement? Donc moi, je pense que ça, c'est fondamental. Quand on voit les gens malades et qu'on sait que cette maladie peut être évitée, c'est terrible, c'est terrible. Et qu'on se dit, on loupe quelque chose. Et donc c'est pour ça que je me suis investie dans cette partie-là, dans la On va prévention. prendre 2 dernières questions sur la droite. Merci, madame. Oui. Oui, vous avez parlé très brièvement du sommeil. Est-ce qu'il y a des normes à peu près 6 à 9 heures. Pardon? 6 à 9 heures de sommeil. Ah, Donc, Dans la journée, hein. Parce que moi, j'ai des personnes âgées qui dorment 2 ou 3 heures devant la télé par jour et elles dorment que 5 heures la nuit. C'est bien. oui. Ça va aussi. C'est le temps de moyen habituel de sommeil, c'est 6 à 9 heures. Voilà. Après, il y a des petits dormeurs, mais eux, ils se forcent pas. Et il y a notre grand problème, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont en diminution du temps de sommeil, soit parce qu'ils se lèvent trop tôt pour faire leur boulot, finir leur dossier, ou ils se couchent trop tard, ou parce qu'ils regardent des séries qu'ils veulent voir absolument la dernière de la session numéro je sais pas combien, par exemple. Mais c'est à peu près ça. Voilà. 6 heures, c'est le minimum, quand même, on peut dire. Oui, 6 heures, c'est ce qui est recommandé, oui. Ouais. Alors, vous avez des gens, je pense à des gens qui ont des grandes, par exemple, les présidents, la plupart des présidents de République dorment moins de 6 heures, mais ils ont toujours dormi moins de 6 heures. Vous avez des gens qui dorment très très peu. Vous avez des gens qui sont capables, ils font une sieste de 5 minutes et hop, ils ont chargé leur batterie. On n'est pas tous égaux là-dessus. C'est comme pour le dessin, la musique, la peinture ou le sport. On n'est pas tous égaux. Hein. Une avant-dernière question. J'avais vu un bras se lever par ici. Oui. Pensez à l'apnée du sommeil, excusez-moi. Hein. Le matin, vous devez vous le réveiller reposé. Parce que les gens qui ne se réveillent pas reposés le matin, il faut qu'ils consultent. Hein. Qui ronfle ou qui ronfle pas. Parce que tout le monde pense qu'il n'y a que les ronfleurs qui font de l'apnée du sommeil. Pas vrai. Oui, bonjour. Moi, c'est pas sur l'apnée du sommeil, c'est effectivement sur le nombre d'heures, mais c'est surtout l'heure. On dit toujours qu'il faut se coucher avant 11 heures, etc., etc. Mais quand on arrive, moi, je sais que j'ai du mal à m'endormir, donc je peux être à 2 heures du matin, j'arrive pas à m'endormir. Après, je m'endors, après je me réveille à 5 heures, et puis après je redors jusqu'à 11 heures du matin. Voyez, est-ce que ça a une incidence ou de toute façon je peux rien Je suis faire, pas de assez toute façon. compétent pour vous répondre. Ok. Ce Non, que mais je en peux- gros, quoi. Non, ce que je peux vous dire, c'est que je viens d'apprendre, parce que j'ai lu des articles sur le sommeil il n'y a pas longtemps, que ce qui est le plus important, c'est l'heure de réveil. Il faut garder toujours la même heure de réveil. C'est une très mauvaise habitude, par exemple, on dit n'importe quoi, hein, on dort 8 heures ou 7 heures par nuit, et puis le week-end, on dort 11 heures, par exemple. Ouais. Ben, ce n'est pas une bonne habitude. Voilà. D'accord, donc tout le temps, il y a ça. Donc, il semble que ce soit très important. On dit ça aussi pour les gens qui ont des problèmes de troubles du sommeil. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, les gens qui ont des troubles du sommeil, qui cadrent leur sommeil et qui soient très réguliers avec. Quoi. D'accord. Je ne sais pas, toi, tu as une idée sur… J'ai pas d'idée. Là, vraiment, je suis pas compétente du tout. J'avais aussi, si c'est possible, 2 secondes, sur les signes avant-coureurs, justement, d'éventuellement d'une crise cardiaque, d'un infarctus, machin, etc., etc. Vous disiez une douleur dans la poitrine ou dans le bras, mais il faut que ce soit quand même une douleur importante. Parce que moi, ça m'arrive d'avoir quelquefois, d'un seul coup, ça se met à battre, j'ai mal au bras, et puis hop, ça part. Donc, Alors, on panique pas tout de suite, là, parce que sinon, le médecin, toutes les 5 minutes. Alors, ça dépend quand est-ce que ça survient. C'est-à-dire que on a les signes avant-coureurs, c'est-à-dire c'est une douleur qui peut apparaître à l'effort ou chez la femme un peu plus souvent la nuit, une douleur qui peut la réveiller et puis qui va disparaître. Donc ça, ce sont des signes avant-coureurs et on doit quand même consulter. La douleur de l'infarctus est une douleur qui est en général assez profonde, qu'on ne peut pas localiser d'un doigt. Comme ça, c'est souvent, c'est une douleur un peu diffuse. Voilà, exactement. Alors après, elle va ou non dans le bras, elle peut aller dans le dos, elle peut aller vers la mâchoire, donc il y a plusieurs éléments. Mais si vous avez, lorsque vous faites une marche, un effort et que vous avez une douleur, il faut consulter. Alors
possiblement rien, mais il faut être sûr que c'est rien. Merci, on avait commencé sur le cœur qui lâche, maintenant on finit sur la consultation. Je vais peut-être vous demander en quelques mots, non pas qu'est-ce que vous retenez de ce moment passé ensemble, mais finalement pour chacun d'entre nous qui sommes réunis, qui vous avons écouté dans la salle ou à distance, ou qui allons, cette rencontre sera mise sur le site J'agis collectif sur harmoniemutuelle.fr, qui peuvent regarder ça à distance et chez eux. Qu'est-ce qu'on doit tenir, mais surtout, qu'est-ce qu'il faudrait pour aller plus loin sur tout ce que vous nous avez passé comme message? En fait, qu'est-ce qui va déclencher les déclics de prévention? Comment vous pouvez orienter? Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Alors moi, je dirais, c'est un petit peu ce que j'ai répété pendant la soirée, c'est-à-dire il faut, notamment lorsqu'on est une femme, mais un homme aussi, il faut donc exiger un bilan de la recherche des facteurs de risque que je vous ai montré, et s'écouter. C'est-à-dire que exiger auprès d'un professionnel de santé, pas obligatoirement un cardiologue, hein, parce qu'on aura du mal à joindre un cardiologue, ils sont de moins en moins nombreux, donc c'est pas facile. Mais exiger donc de rechercher, de faire ce bilan. Alors l'idéal, c'est, je vous le disais, entre 50 et 60, mais ça peut être avant s'il y a des signes, ça peut être un peu plus tard si vous avez du mal à contacter un médecin. En tout cas, rechercher, savoir si vous êtes vraiment en bonne santé. Santé publique France nous dit que seulement 15% de la population française est en bon état cardiovasculaire, donc vous vous rendez compte. Il y a des éléments à faire. Donc, rechercher si on fait partie de ces 15% ou pas. Et si on a le moindre symptôme, eh bien, il faut s'écouter et aller voir un professionnel de santé. Professeur Carré, le dernier mot. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Martine. Moi, je vais quand même rappeler des choses qui sont pas toujours bonnes à entendre. Mais si jamais on arrivait à faire un effort significatif, c'est-à-dire au moins 30% sur les facteurs de risque cardiovasculaire, ou 40%, on peut diminuer de 80% le nombre de maladies cardiovasculaires. 2, notre société aujourd'hui, on va arriver où on ne pourra plus soigner les gens tellement il y aura de malades. Je m'étais permis de dire avec Madame Vautrin, avec un autre collègue, que notre problème, ce n'est pas le nombre de médecins, c'est le nombre de malades. Nous en avons de plus en plus. Et nous en aurons de plus en plus. Et ils auront 30 ans. Rappelez-vous, les enfants qui font l'infarctus à 30 ans. On ne pourra pas payer. Et puis le troisième message, c'est que j'attends que nos décideurs prennent vraiment la notion de l'importance de la prévention. Je compare toujours ça au président de la République qui avait dit « il y a 12 000 morts sur les routes, j'en veux 3 000 ». Je n'ai pas entendu, alors j'étais très jeune à l'époque, mais j'ai quand même pas entendu les gens dire « oui, ça va coûter cher, oui, c'est trop compliqué, etc. etc. » On y est arrivé. Et aujourd'hui, personne ne trouve qu'un ralentisseur, un rond-point, une chicane en plus, il y en a déjà plein dans la ville, ça coûte cher. Eh bien, moi, j'attends le président ou la présidente de la République qui dira « c'est insupportable que nos enfants de 15 ans aient des maladies de vieux, puis s'ils ont des diabètes de type 2 qui était la maladie de l'homme de 50 ans, ils ont des dépressions, ça n'existait pas. Vous avez des régions de France où 44% des enfants de 15 ans ont des signes de dépression. 44%. Et ce n'est pas les harcèlements, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est en particulier, parce que bien sûr, ils ne bougent pas puisqu'ils passent leur vie sur les réseaux sociaux, bien évidemment, l'un avec l'autre. Et donc, c'est ça que j'attends. Parce que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui prendra le taureau par les cornes, eh bien, on sera à la traîne des autres pays. Il y a plein de pays, hein. Il y a plein de pays qui l'ont fait, hein, qui ont décidé de changer, à l'école en particulier, l'activité physique. Un grand merci à vous deux, professeur Carré, professeur Gillard. Et puis, merci à vous, à chacun d'entre vous qui avez participé dans cette salle au siège d'Harmonie Mutuelle et puis à distance chez vous. À très bientôt pour d'autres Agora mutualistes. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Un mot encore.